Bonjour, une petite lecture du cycle du Graal de Jean Marcal. Bon, désolé, je mets mes lunettes de soleil parce que j'ai le soleil dans les yeux. Alors, les impossibles sortilèges. Girflet, fils de Donne, était l'un des plus fidèles compagnons de la table ronde. Nombreux étaient les exploits qu'il avait accomplis au service du roi Arthur, et son habileté au combat était reconnue par tous. Mais, lorsqu'aucune aventure ne se présentait, il préférait quitter la cour du roi et retourner dans son pays d'origine, le Gwynedd, auprès de son oncle Mat, qu'il avait élevé avec ses frères Govannon et Gwysion, et sa sœur, la belle Arianrhod, dont le nom signifiait cercle d'argent. Gwysion et Arianrhod avaient ceci de particulier qu'ils avaient été tous deux des familiers de Morgane. Ils avaient appris avec elle de nombreux secrets qu'elle ne dispensait qu'à ceux dont elle était sûre qu'ils en feraient usage selon ses propres projets. Mais Gwysion et Arianrhod avaient eu également un autre maître en magie et sortilège, leur oncle Mat, qui possédait une baguette merveilleuse avec laquelle il pouvait transformer l'aspect des êtres et des choses. Mat, fils de Matonwy, était le seigneur de Gwynedd, mais à cette époque il ne pouvait vivre qu'à la condition que ses deux pieds reposassent dans le giron d'une jeune fille vierge, à moins toutefois que le tumulte de la guerre ne l'obligeât à prendre la tête de ses troupes. C'est le même thème que celui du roi David, qui ne pouvait survivre que réchauffé par le contact d'une jeune fille vierge, la fameuse Sulamide. La jeune fille qui vivait alors avec lui était Gowyn, fille de Dol Pébine, et c'était bien à la connaissance des gens du pays la plus belle fille de son temps. Il y en a beaucoup des plus belles filles de leur temps dans ce livre. Mat résidait toujours à Caerdatil, sur les bords de la rivière Arvon. Il ne pouvait accomplir le tour de son pays, mais ses neveux le faisaient à sa place et venaient ensuite lui rendre compte de ce qu'ils avaient vu et observé pendant leur voyage. Quant à la jeune fille, elle ne le quittait jamais. Or, une année, Girflet, fils de Donne, avait accompagné son frère Gwysion dans son tour du pays. Quand il fut de retour à Caerdatil, ses yeux se portèrent sur la jeune Gowyn, et il se mit à l'aimer au point qu'il dépérissait. Il perdait ses couleurs, il maigrissait, ne mangeait plus et demeurait la plupart du temps dans le silence et la mélancolie. Gwysion s'aperçut de l'état déplorable de son frère et lui demanda pourquoi il en était arrivé là. Girflet ne répondit rien. Gwysion insista plusieurs fois. À la fin, il lui dit « Pourquoi me poses-tu cette question ? Je vois que tu as perdu ta prestance et tes couleurs, ce n'est pas normal. Qu'as-tu donc ? Mon frère, ce qui m'est arrivé, je ne serais pas plus avancé de le confesser à qui que ce soit. Et pourquoi donc ? Demanda Gwysion. Tu connais le privilège de Mat, répondit Girflet. Si la moindre conversation entre deux personnes, chuchotée aussi bas que possible et portée par le vent jusqu'à ses oreilles, il l'entend. C'est bien, mon frère, n'en dis pas plus long. J'ai compris que tu aimes une jeune fille et je sais même qui elle est, mais il est inutile de prononcer le moindre nom. En voyant que son frère devinait sa pensée, Girflet poussa un soupir qui aurait ému l'homme le plus insensible du monde. « Cesse de te lamenter, dit Gwysion. Ce n'est pas ainsi que l'on vient à bout d'une entreprise. Je ferai ce qu'il conviendra pour te donner satisfaction, car je ne peux supporter que tu sois malheureux et que tu dépérisses ainsi. La première chose à faire est d'obliger Mat à partir pour la guerre, et je te promets que nous y arriverons sans peine. Pour l'instant, sois joyeux et aie l'espoir que tes désirs se réalisent. » Dès qu'ils le purent, les deux frères se rendirent auprès de Mat, fils de Matonwy. « Seigneur, je viens t'apporter d'étranges nouvelles. J'ai appris qu'il était arrivé en Dyved des animaux comme il n'y en avait jamais eu dans cette île. »« Comment les appelle-t-on » demanda Mat. «
On les appelle des cochons, seigneur. Quel genre d'animaux sont ces cochons? Ce sont de petites bêtes, mais dont la chair est meilleure que celle des bœufs. Alors, ils sont certes de modeste taille, mais ils ressemblent aux sangliers que nous chassons dans les forêts. D'ailleurs, ils sont en train de changer de nom maintenant, et on les appelle les porcs. À qui donc appartiennent ces animaux dont tu me parles? Ils ont été envoyés à Pwyll, le prince de Dyfed, par Araun, le roi d'Annwn, en témoignage d'amitié. Voilà qui est intéressant, dit Malte, et j'aimerais bien en avoir moi aussi. Comment crois-tu qu'on puisse en obtenir? Je vais aller, dit Gwysion, avec 11 compagnons, tous déguisés en bardes, demander les cochons à Pwyll. Tu connais mon imagination. Je me fais fort d'obtenir ces porcs et de te les ramener. Puisque tu le dis, mon neveu, je ne vois pas pourquoi tu n'essaierais pas. Prends avec toi ceux que tu choisiras et pars pour le pays de Dyfed. Gwysion ne perdit pas son temps. Il s'en alla le soir même avec Girflet et 10 autres compagnons jusqu'à la forteresse de Cardigan où résidait alors Pwyll, prince de Dyfed. Ils entrèrent dans la cour sous l'aspect de bardes, avec leurs harpes sur l'épaule. On leur fit très bon accueil et on les invita au festin qui se préparait. Gwysion se trouva placé à côté de Pwyll. « Nous serions heureux, dit celui-ci, d'entendre un récit des jeunes gens qui sont avec toi. »« Notre coutume, répondit Gwysion, le premier soir où nous nous rendons chez un personnage important, est que le chef des bardes prenne la parole. Comme je suis leur chef, c'est à moi de raconter une histoire. » Gwysion était le meilleur conteur de ce temps. Cette nuit-là, il amusa si bien la cour par des discours plaisants et des récits pleins de verve que tous les convives furent charmés et que Pwyll prit plaisir à converser avec lui. Quand fut venu le moment d'aller se coucher, Gwysion dit à Pwyll : « Seigneur, quelqu'un pourrait-il mieux remplir ma mission auprès de toi que moi-même ?»« Certes non, répondit Pwyll, c'est une langue pleine de ressources que la tienne. Je dois avouer que je n'ai jamais connu de barde plus habile que toi. »« Fort bien, dit Gwysion, mais il faut que je te révèle maintenant l'objet de la mission qui m'a été confiée. Seigneur, j'ai à te demander les animaux qui t'ont été envoyés par Araun, le roi d'Annwn. Je n'ai nulle envie de te refuser quoi que ce soit, et tu mérites assurément une récompense. Ce que tu me demandes serait la chose la plus facile du monde à accomplir. Malheureusement, il existe une convention entre le pays et moi. Il a en effet été décidé que je ne pourrai pas m'en dessaisir avant que leur nombre ait doublé. Je puis, Seigneur, te libérer de ta parole. Voici comment. Mais, c'est quoi, Zélia? Merde. Mais il part, complètement. Et bon, bref. Hop. J'ai la radio qui se met en route tout seul. Je puis, Seigneur, te libérer de ta parole. Voici comment. Ne me donne pas les cochons ce soir, mais ne me les refuse pas non plus. Demain, je te proposerai des objets d'échange à leur place, et crois-moi, cela vaudra la peine d'examiner la situation. Pendant la nuit, Gwysion et ses compagnons se réunirent à leur logis pour se concerter. « Homme, dit Gwysion, nous n'obtiendrons pas les porcs en les demandant. » Je suis à combien ? Assurément, dit Girflet, même s'il le voulait, Pwyll ne pourrait pas les donner puisqu'il est lié par son serment. Il faut trouver un autre moyen. J'y arriverai, dit Gwysion, et ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, Gwysion se leva très tôt et s'en alla dans la cour du côté des écuries. Il eut alors recours à ses artifices et fit apparaître 12 étalons, 12 chiens de chasse noirs ayant chacun le poitrail blanc, avec leurs 12 colliers et leurs 12 laisses, que tout le monde eût pris pour de l'or. Les 12 chevaux portaient chacun une selle, et partout le fer était remplacé par de l'or. Les brides étaient semblables aux selles, aussi belles et aussi brillantes, et quand le moment fut venu, Gwysion se rendit auprès de Pwyll avec les chevaux et les chiens. « Bonjour à toi, Seigneur, dit-il en le saluant. Dieu te donne bien, répondit Pwyll. Sois le bienvenu. Seigneur, je t'apporte un moyen de te libérer de la parole que tu as donnée aux gens de ton pays
au sujet des porcs, à savoir que tu ne les donnerais ni ne les vendrais tant que leur nombre n'aurait pas doublé. Par contre, tu peux les échanger contre quelque chose qui serait de plus haute valeur. Voici donc ce que je te propose. Je t'offre ces 12 chevaux avec leurs selles et leurs brides, ces 12 chiens de chasse avec leurs colliers et leurs laisses, ainsi que ces 12 boucliers dorés. Or, il faut savoir que ces boucliers étaient en fait des champignons que Guizione avait transformés pour la circonstance. Puis il se montra fort intéressé par les chevaux, les chiens et les boucliers qui lui parurent effectivement de plus grande valeur que les porcs dont lui avait fait cadeau Ar-Aun, le roi d'Anoun. Cela mérite réflexion, dit-il. Il fit réunir les membres de son conseil et parlementa avec eux. Ils décidèrent finalement de donner les porcs à Guizione en échange des chevaux, des chiens et des boucliers. Les gens du Nord prirent alors congé et se mirent en route avec le troupeau de porcs. « Compagnons, dit Guizione, il nous faut marcher en toute hâte et sans nous arrêter, car le charme dont j'ai usé ne dure que la période d'un jour sur l'autre. » Ils allèrent donc toute la nuit jusqu'à la partie la plus élevée des montagnes qui entourent Cardigan, à l'endroit qu'on appelle encore aujourd'hui pour ce motif Moshtref, c'est-à-dire l'habitation des porcs. Puis, ils redescendirent vers le nord en suivant les vallées, ne prenant même pas le temps de s'arrêter pour se restaurer et se reposer. Pendant ce temps, à la cour de Pwyll, lorsque celui-ci se leva le matin pour aller admirer les chevaux, les chiens et les boucliers qu'il avait reçus en échange de ses porcs, il ne trouva rien d'autre que des champignons desséchés, des chênes rouillés et des joncs tressés. Comprenant qu'il avait été joué par celui qui se prétendait chef des bardes, il entra dans une violente colère et convoqua tous ses guerriers pour engager le combat contre les gens de Gwynedd qui, selon lui, avaient été les instigateurs de cette mauvaise action. Quand Guizione et ses compagnons arrivèrent à Caer-Datil, ils se rendirent auprès de Mat, fils de Matonwy. Ils trouvèrent celui-ci debout, en train de revêtir ses armes. « Que se passe-t-il » demanda Guizione. Mat lui répondit « Pwyll, le prince de Dyved, est en train de réunir les gens de ses cantons pour vous poursuivre. Vous avez mis beaucoup de temps à revenir. Où sont les animaux que tu as rapportés ?»« Je les ai mis en sûreté dans tes écuries, » répondit Guizione. « Guizione !»« Très bien, dit Mat. Mais pour l'instant, il s'agit de nous défendre contre les gens de Dyved. » À ce moment retentirent les trompettes qui appelaient les hommes du pays aux armes. Mat prit la tête de ses troupes et se dirigea vers le sud. Quant à Guizione et à Girflet, après avoir fait mine de suivre l'armée, ils s'écartèrent et par un chemin détourné retournèrent à Caer-Datil. Ils pénétrèrent dans le logis où se trouvaient Gowyn et les filles de la suite. « Vois-tu, dit Guizione à son frère, comme il est facile de redresser une situation. Il est grand temps maintenant que tu ailles jusqu'au bout de ton désir et que tu cesses de dépérir. Mat est bien loin, et tu as loisir de faire ce que tu veux avec la jeune fille que tu aimes. » Guizione chassa outrageusement les suivantes et fit place nette dans le logis. Après quoi, Girflet coucha avec Gowyn cette nuit-là, bien que ce fût contre son plein gré. Ça s'appelle du viol. Le lendemain, dès qu'ils virent poindre le jour, Guizione et Girflet quittèrent la résidence de Caer-Datil et rejoignirent rapidement les troupes de Mat, fils de Matonwy. Personne ne s'était aperçu de leur absence et Mat leur fit bon accueil. On allait justement tenir conseil pour savoir de quel côté on attendrait Pwyll et ses hommes. Tous deux prirent part à la délibération et il fut décidé qu'on attendrait au cœur du pays de Gwynedd. Et c'est là que Pwyll vint les attaquer. C'est non loin de Caernarvon qu'eut lieu la rencontre des deux armées, et le massacre fut grand des deux côtés. Les hommes du sud furent contraints à la retraite et reculèrent jusqu'à un estuaire de l'autre côté duquel ils se retranchèrent. Mais les troupes de Gwynedd traversèrent la rivière et vinrent les surprendre dans leur position. Alors eut lieu un carnage indescriptible. Les gens de Pwyll battirent une fois de plus en retraite jusqu'à la forteresse de Dol Permaen. Là, comme ils se voyaient encerclés, ils demandèrent la paix. Pwyll donna des otages, en particulier l'un de ses vassaux qu'il aimait beaucoup, un valeureux chevalier du nom de Gourgi-Guastra, ainsi que 23 fils de leur chef.
Les hommes de Pwyll reprirent leur route vers le sud, en direction de Cardigan, en suivant la côte. Mais ils furent assaillis par une compagnie d'archers qui leur lancèrent des flèches et en tuèrent un grand nombre. Pwyll envoya des messagers pour protester contre cette action contraire aux accords qui avaient été convenus, et il proposa à Mat de laisser vider la querelle entre lui et Gwysion, fils de Don, puisque c'était celui-ci qui était, par ses ruses et par sa malhonnêteté, la cause de ce conflit aussi sanguinaire qu'absurde. Ils auraient pu avoir cette discussion avant le combat, quand même, non? Quand Mat, fils de Matonui, eut pris connaissance du message, il dit « Par Dieu Tout-Puissant, si Gwysion, mon neveu, fils de ma sœur, trouve la proposition satisfaisante, je le permets volontiers. Je n'obligerai jamais personne à combattre pour nous, alors que nous-mêmes, nous pouvons peut-être faire mieux. En vérité, dirent les messagers, Pwyll, prince de Dyved, pense qu'il serait bien pour l'homme qui lui a fait tant de tort de s'opposer à lui corps à corps, et de laisser en dehors tous les autres membres de la famille. On va rapporter ces paroles à Gwysion. J'en atteste Dieu, dit celui-ci, je n'ai nulle intention de laisser les hommes de Gwynedd se battre à ma place, alors que je me sens de taille à lutter seul à seul contre Pwyll. Il est vrai que je suis responsable de cette guerre. Aussi opposerai-je mon corps au sien, où il le voudra et quand il le désirera. La réponse fut apportée à Pwyll et il dit « Moi non plus, je ne laisserai à personne le soin de vider cette querelle qui n'engage que moi-même et Gwysion, fils de Don. » On les laissa donc seuls à l'écart tous les deux. Ils revêtirent leurs armes et se battirent. Mais, par l'effet de la force de sa jeunesse et de son impétuosité, comme par l'action de sa magie et de ses enchantements, Gwysion l'emporta et Pwyll, prince de Dyved, fut tué. On dressa une stèle à l'endroit où il mourut, et bien souvent, les gens de son pays vinrent en ce lieu pour lui rendre hommage. Quant aux hommes de Dyved, ils se dirigèrent vers le sud en faisant entendre des chants funèbres. Ils avaient perdu leur seigneur, beaucoup de leurs meilleurs guerriers, des chevaux et des armes en grand nombre. Les hommes de Gwynedd, eux, n'avaient nulle raison de se plaindre. Les ennemis qui avaient voulu les envahir avaient été repoussés et vaincus. Ils s'en retournèrent donc, pleins de joie et d'enthousiasme, vers leur pays. « Seigneur, dit Gwysion à Mat, ne ferions-nous pas acte de justice en rendant aux gens du Sud le chef qu'ils nous ont laissé en otage pour obtenir la paix? Nous n'avons plus une seule raison de le retenir en captivité. Qu'on lui rende la liberté, répondit Mat. On laissa donc Gourgi et les autres otages rejoindre les hommes de Dyved, et Mat, fils de Matonui, revint à sa forteresse de Caerdatil, tandis que Girflet, son neveu, et tous les gens de sa famille accomplissaient le tour de Gwynedd, prenant grand soin de ne jamais passer à proximité de la cour. Quand il arriva dans sa chambre, Mat, comme à son habitude, fit préparer un endroit où il put s'accouder et reposer ses pieds dans le giron de la jeune fille vierge. « Seigneur, dit Gowyn, cherche une jeune fille vierge pour supporter tes pieds maintenant, car moi je suis devenue femme. »« Que veux-tu dire » demanda Mat. « On m'a agressé, Seigneur, et cela en cachette de toi, pendant que tu étais parti à la guerre. Quand on m'a assailli, je ne suis pas restée silencieuse. Il n'y a personne à la cour qui n'en ait eu connaissance. Et tu peux interroger qui tu voudras à ce sujet. L'attaque est venue de 2 de tes neveux, fils de ta sœur, Gwysion et Girflet, les fils de Don, pour lesquels tu as pourtant tant d'affection et d'estime. Ils m'ont fait violence et ils ont apporté la honte sur toi. On a couché avec moi, et cela dans ta chambre et dans ton propre lit. Mat, rouge de colère, demanda à ses serviteurs où se trouvaient ses neveux. « Ils accomplissent le tour de Gwynedd, lui répondit-on. « Fort bien, dit Mat, ils ne perdront rien pour attendre. Quant à toi, Gowyn, je ferai de mon mieux pour réparer l'outrage que tu as subi. D'abord, tu obtiendras des compensations de ceux qui t'ont violenté. Ensuite, je prendrai moi-même le prix de la honte qu'ils ont étendue sur moi. Enfin, pour que personne n'ait rien à dire sur ton attitude, je te prendrai comme femme et remettrai entre tes mains la propriété de mes états. » Oh, ils étaient classe avant les mecs, hein. Enfin, ceux qui ne violaient pas. Ainsi parla Mat, fils de Matonui. Aussi, les Mérovingiens, ils étaient classe. Mais c'était à peu près la même époque.
Peu de gens connaissent le droit mérovingien. L'histoire du droit est une de mes passions. Quand on violait, il n'y avait pas beaucoup de lois chez les mérovingiens, mais c'était les lois essentielles, entre guillemets. Et parmi les lois essentielles, on n'avait pas le droit de frapper les animaux, déjà. Alors, très peu de gens le savent. C'était puni, hein, c'était puni d'être frappé à son tour, il me semble. Et quand on violait une domestique, je ne sais plus quelle était la pénitence, mais elle était terrible. Certains pensent que c'est parce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est bas de violer une fille de plus basse condition. Non, non, la raison était tout autre. Je pense même que la personne accusée de viol sur une domestique, sur une esclave, devenait esclave à lui-même. C'était pour dire, l'abus de pouvoir n'était pas toléré chez les Mérovingiens. C'est intéressant, hein, pour une dynastie que certains prétendent mythologique ou grégaire. Ainsi parla Math, fils de Matonui. Cependant, les deux fils de Don n'étaient pas pressés de regagner la cour. Ils continuaient à circuler à travers le pays et toutes les occasions étaient bonnes pour leur permettre de s'éloigner de Caërdatil. Ils s'en tinrent à l'écart jusqu'au moment où il fut interdit de leur donner nourriture et boisson. C'est seulement à ce moment qu'ils revinrent à Caërdatil et se rendirent auprès de Math. « Seigneur, dirent-ils, bonjour à toi et que la bénédiction de Dieu s'étende sur tes domaines. »« Je prends acte de vos souhaits, répondit Math. Mais est-ce pour me donner satisfaction que vous êtes venu jusqu'à moi ? Seigneur, dirent-ils, nous sommes prêts à obéir à tout ce que tu nous ordonneras. S'il en avait toujours été ainsi, je n'aurais pas perdu tant d'hommes et de chevaux dans des combats inutiles. Quant à ma honte, vous ne pouvez pas la réparer, sans parler de la mort de Pouil, contre qui je n'avais personnellement aucune animosité. Puisque vous êtes venu vous mettre à ma disposition, il est normal que j'entreprenne votre châtiment. Math prit alors sa baguette enchantée et la brandit en direction de Girfleth et Gwysion. D'un seul coup, il transforma Girfleth en une biche de bonne taille, puis immédiatement après, il prévint toute fuite de la part de Gwysion en le frappant de la même baguette et en fit un cerf avec des bois majestueux. « Comme vous êtes maintenant liés, dit Math, vous irez ensemble errer dans les forêts, vous formerez un couple. Vous aurez des instincts des animaux dont vous avez la forme. À l'époque qui conviendra, vous vous unirez, et il naîtra de cette union un petit que vous conduirez avec vous. Dans 6 mois, vous reviendrez auprès de moi. » Au bout de 6 mois, jour pour jour, on entendit un grand bruit contre les parois de la chambre, ce qui excita aussitôt les aboiements des chiens. « Allez voir, dit Math à ses serviteurs, ce qui se passe au dehors. » Les serviteurs sortirent de la chambre. L'un d'eux revint aussitôt. « Il y a là, dit-il, un cerf, une biche et un faon. » Math se leva d'un bond et sortit. Il aperçut en effet les 3 animaux, le faon paraissant bien vigoureux pour son âge. Il leva sa baguette et dit « Que celui d'entre vous qui, pendant une année, a été biche, soit sanglier dès ce jour, et que le cerf devienne une truie. » Et il les frappa de sa baguette. Aussitôt, ils furent changés en sangliers et en truies. Math dit encore « Le petit, je le garde, et je m'en occuperai. Je le ferai baptiser et élever. » On lui donna en effet le nom de Idaun, ce qui signifie petit cerf. « Allez, dit-il, enfin. Vous serez l'un sanglier mâle et l'autre sanglier femelle. Vous aurez les mêmes instincts que les porcs qui vivent dans les bois. Mais dans 6 mois, trouvez-vous sous les murs de cette maison avec le petit qui vous sera né. » 6 mois s'écoulèrent. Les aboiements des chiens se firent entendre sous les murs de la chambre qu'occupait Math, fils de Matonui, et tous les gens de la cour accoururent de ce côté. Math se leva et sortit. Dehors, il aperçut 3 bêtes, un sanglier mâle, un sanglier femelle et un marcassin, qui paraissait très fort pour son âge. « Ce marcassin, dit Math, je le garde et je le ferai baptiser. » D'un coup de sa baguette, il en fit un bel adolescent, brun et fort. On l'appela Ishton, c'est-à-dire petit porc. Et Math, relevant sa baguette, dit encore que celui qui a été sanglier auparavant soit louve à partir de ce jour, et que la truie devienne un loup. En disant ces mots, il les frappa de sa baguette, et instantanément ils devinrent loup et louve.
Vous aurez, ajouta Matt, les instincts des animaux dont vous avez la forme. Soyez ici, sous ces murs, dans 6 mois à partir d'aujourd'hui. Le loup et la louve s'enfuirent au milieu des cris et des huées. 6 mois plus tard, Matt entendit un grand tumulte et des aboiements de chiens sous les murs de sa chambre. Il se leva aussitôt et sortit. Dehors, il aperçut un loup, une louve et, avec eux, un louveteau de grande taille. « Celui-là, dit Matt, je le prends et je le ferai baptiser. Son nom est tout trouvé, et il s'appellera Bledun, c'est-à-dire comme un loup. » Et d'un coup de sa baguette sur le loup et la louve, il les transforma de nouveau, les faisant revenir à leur aspect humain. « Homme, dit Matt, si vous m'avez fait un grand tort, vous avez maintenant assez souffert pour que votre châtiment soit levé, et vous avez eu la grande honte d'avoir des enfants l'un de l'autre. » Puis il se tourna vers les serviteurs. « Donnez à ces hommes un bain, faites-leur laver la tête et donnez-leur des habits. Quand ils seront lavés, équipés et reposés, faites-les venir auprès de moi. » Tandis que les serviteurs exécutaient ses ordres, Matt rentra dans sa chambre. Gwysion et Girflet, une fois remis de leur fatigue, retournèrent vers Matt. « Mes neveux, dit celui-ci, la paix est maintenant faite entre nous. Nous n'avons plus à parler de ce qui s'est passé. J'ai toujours eu et encore de l'affection pour vous. De plus, j'ai besoin de vos conseils. Depuis 18 mois, je n'ai pas encore trouvé de jeune fille vierge assez sage et assez avisée pour me plaire. Donnez-moi votre avis sur ce point. Quelle jeune fille vierge dois-je choisir ? » « Seigneur, répondit Gwysion, il n'y a rien de plus facile. Je sais qui est la personne qui te conviendra. Elle est belle, intelligente et raffinée. »« Qui est-elle donc ?» demanda Matt. « C'est Arian Rod, notre sœur, ta nièce, fille de Dawn. Aucune autre jeune fille n'est plus agréable qu'elle et sa conversation est pleine de charme. »« Faites-la venir, dit Matt. On alla la chercher. La jeune fille entra dans la chambre. « Jeune fille, demanda Matt, es-tu vierge ? » ?»« Pas autre chose, Seigneur, du moins à ma connaissance. » Alors Matt prit sa baguette et la courba. « Passe par-dessus, dit-il, et si tu es vraiment vierge, je le saurai immédiatement. » Arian Rod fit un pas par-dessus la baguette enchantée, et en même temps elle laissa derrière elle un enfant blond et fort au cri que poussa l'enfant. Au cri que poussa l'enfant, elle voulut s'enfuir et chercher à la porte, mais dans sa course, elle laissa encore après elle quelque chose comme un petit enfant. Avant que personne d'autre eût pu l'apercevoir, Gwysion bondit, saisit l'enfant, l'enveloppa dans son manteau de soie brochée et le cacha au fond d'un coffre qui se trouvait au pied du lit. « Eh bien, dit Matt, je vois qu'Arian Rod n'est pas la vierge qu'elle prétendait être. Peu importe, j'en trouverai bien une autre. » Il se tourna vers l'enfant blond. « Je vais te faire baptiser, je lui donnerai le nom de Dylan. » Mais on raconte que, dès qu'il fut baptisé, il sortit de la chambre et se dirigea en courant vers la mer. Aussitôt qu'il y entra, il en prit en quelque sorte la nature et se mit à nager comme un poisson au milieu des grandes vagues qui déferlaient sur le rivage. Aussi l'appela-t-on par la suite Dylan, fils de la vague. C'est alors que Girflet prit congé de son oncle et de son frère. L'épreuve qu'il avait subie lui avait grandement modifié le caractère. Il dit qu'il voulait retourner à la cour du roi Arthur et servir fidèlement celui-ci, et Gwysion accompagna son frère. Jusqu'aux écuries où on lui donna un cheval très souple et très rapide. Et Girflet s'en alla de Caerdatil avec la ferme intention de ne jamais y revenir. Tant la honte qu'il avait endurée au cours des précédents 18 mois lui paraissait insupportable. Gwysion, lui, ne semblait pas avoir autant de scrupules. Il se trouvait très à l'aise au milieu des gens qui entouraient Matt. Mais il n'avait pas oublié l'enfant qu'il avait dissimulé dans le coffre. Profitant d'un moment où il n'y avait personne dans la chambre, il y entra et entendit des cris juste assez forts pour n'être entendus que de lui. Il souleva le couvercle du coffre et aperçut un petit garçon qui remuait les bras au milieu du manteau. Sans plus s'attarder, il prit l'enfant et se rendit en ville, dans un endroit où il savait pouvoir rencontrer une femme capable de l'allaiter. L'ayant trouvée, il conclut un marché avec elle pour qu'elle consentît à nourrir l'enfant, et il en fut ainsi pendant une année. Au bout de ce temps, il était d'une taille qui parut forte même pour un enfant de 2 ans. À la fin de la seconde année,
C'était un grand garçon, capable d'aller seul à la cour. Quand il y fut, Guizione veilla sur lui avec beaucoup d'attention, prenant grande peine à l'éduquer selon les règles en usage. L'enfant se familiarisait avec Guizione et paraissait l'aimer comme si c'était son père. En fait, le contexte mythologique dans lequel plongent Guizione et Arianrhod prouve que cet enfant est leur fils incestueux, tout comme Dylan, fils de la vague. Il fut ainsi élevé à la cour jusqu'à l'âge de 4 ans, mais à cette époque, il avait déjà l'allure d'un garçon de 8 ans. Un jour, le jeune garçon alla se promener en compagnie de Guizione sur le rivage. Puis ils se rendirent à Caer Arianrhod, la forteresse où résidait la sœur de Guizione et qui se dressait sur un promontoire. En le voyant entrer, Arianrhod se leva pour aller à sa rencontre, lui souhaita la bienvenue et lui demanda de ses nouvelles. « Dieu te donne bonheur et prospérité, dit-il. Elle regardait attentivement le garçon. « Qui est donc cet enfant qui te suit et qui m'a l'air très attaché à toi ? Cet enfant, c'est ton fils, répondit Guizione. Arianrhod se mit en colère et s'écria « Homme, quelle idée t'a pris de venir m'outrager ainsi, de poursuivre et de maintenir aussi longtemps mon déshonneur ? Si tu n'as pas d'autre déshonneur que celui de voir nourrir et élever un enfant aussi beau que celui-ci, ce sera en vérité peu de chose. Quel est le nom de ton fils ? Il n'en a pas encore. Fort bien, dit Arianrhod. Je jure que telle sera sa destinée. Il n'aura pas de nom avant d'en avoir reçu un de moi. J'en atteste Dieu, Arianrhod. Tu es une femme de rien. Tu ne veux pas admettre ce qui est. Je te promets que l'enfant aura un nom, quand bien même tu le trouverais mauvais. Mais toi, tu ne retrouveras jamais le nom que tu es si furieuse d'avoir perdu, celui de vierge. Après avoir prononcé ces paroles, il sortit furieux de la forteresse et retourna à Caer-Datil où il passa la nuit. Le lendemain, il se leva, prit l'enfant avec lui et alla se promener sur les bords de la mer entre l'océan et la mer Ménaï. La localisation est très précise. Il s'agit du sud du détroit de Ménaï, sorte de bras de mer envahi par les sables qui sépare l'île de Mone, Anglesey, du reste de Gwynedd, c'est-à-dire le nord-ouest du pays de Galles. Il fit apparaître, grâce à ses enchantements, un navire à l'aperçu des algues et du goémon. Il transforma les algues et le goémon en cuir, et cela en grande quantité. Il lui donna de telles couleurs qu'il n'aurait pas été possible de voir de si beau cuir, aussi finement décoré et ouvragé. Il mit ensuite le navire à la voile et se rendit avec l'enfant à la porte de la forteresse d'Arianrhod. Là, il descendit sur le rivage, à l'entrée du promontoire, et se mit à façonner des souliers et à les coudre. On ne tarda pas à le remarquer de l'intérieur de la forteresse. Aussitôt qu'il s'aperçut qu'on le regardait, il changea ses traits et ceux de l'enfant, afin qu'on ne pût les reconnaître. Puis, sans se presser, il remonta à bord du navire. « Quels hommes se trouvent sur ce bateau ?» demanda Arianrhod. « Ce sont des cordonniers, » lui fut-il répondu. « Allez donc voir quelle sorte de cuir ils ont et de quelle façon ils travaillent, » demanda Arianrhod à ses serviteurs. Ils sortirent de la forteresse et montèrent à bord du navire. Ils trouvèrent Guizione en train de colorer le cuir et d'y incruster de l'or. Les messagers allèrent apporter ce qu'ils avaient vu à Arianrhod. « Fort bien, dit-elle, portez la mesure de mon pied à ce cordonnier, demandez-lui de me fabriquer des souliers. Dites-lui également que je lui paierai un bon prix. » Aussitôt le message reçu, Guizione façonna les souliers, mais pas d'après la mesure qu'on lui avait donnée. Il les fit plus longs. On apporta les souliers à Arianrhod, et celle-ci s'aperçut bien vite qu'ils étaient trop grands pour elle. « Ils ne sont pas à ma taille, dit-elle. Allez trouver ce cordonnier. Assurez-le que je les lui paierai comme je l'ai promis, mais demandez-lui de m'en faire une paire tout à fait semblable, mais beaucoup plus petite. » On transmit le message à Guizione. Or, au lieu de se conformer à la mesure qu'on lui avait fournie, il fabriqua une paire beaucoup trop petite pour son pied et la lui envoya. « Dites-lui que ceux-ci ne vont pas non plus. » On rapporta les paroles d'Arianrhod à Guizione. Il se mit en colère. « Si votre maîtresse veut des souliers à sa taille, elle n'a qu'à venir elle-même.
Je ne ferai pas de souliers avant d'avoir vu son pied et d'en avoir pris les mesures moi-même. C'est bien, dit Arianrhod, après avoir pris connaissance du message. Je vais donc aller vers lui. Mais malheur à lui s'il se trompe une nouvelle fois. Elle sortit de la forteresse, marcha sur le sable et monta sur le navire. Gwysion était en train de tailler le cuir et le jeune garçon de coudre. Princesse, dit-il, je te souhaite la bienvenue à bord de mon navire. Dieu te donne bonheur et prospérité, répondit-elle, mais permets-moi de m'étonner que tu ne puisses arriver à fabriquer des souliers à ma mesure exacte. C'est vrai, j'en suis surpris également, mais maintenant je vais pouvoir les faire. À ce moment, un roitelet frôla le pont du navire et s'élança vers la mâture. L'enfant lui lança un coup qui le toucha entre l'os et le nerf de la patte. Arianrhod se mit à rire. En vérité, dit-elle, c'est d'une main bien sûre que le petit a atteint cet oiseau. Eh bien, dit Gwysion, voilà qui est parfait. À présent, cet enfant a un nom, sans que nous ayons à prier Dieu de t'en récompenser. C'est toi-même qui le lui as donné, et il n'est pas mauvais. Désormais, il sera appelé le Lao. Gifes, le petit à la main sûre. Et tu ne peux pas le nier puisque tu viens de le nommer ainsi. À peine avait-il fini de parler que tout ce qu'il avait transformé par ses enchantements redevint algues et goémons, et il n'eut pas besoin de continuer plus longtemps le travail qu'il avait entrepris. Quant à ses traits et à ceux de l'enfant, ils reprirent également leur aspect naturel. Arianrhod reconnut alors son frère et s'écria d'une voix pleine de colère. « En vérité, tu ne sais pas quoi faire pour te montrer méchant envers moi. »« Je n'ai pas été méchant, répondit Gwysion. Je n'ai fait que suivre tes directives. Tu avais dit que cet enfant n'aurait pas de nom, sauf si toi-même lui en donnais un. C'est chose faite à présent, et nous n'avons plus rien à faire ici. Tu ne t'en tireras pas comme cela, hurla Arianrhod. Puisque c'est ainsi, je jure que cet enfant aura pour destinée de n'avoir point d'armure avant que je l'en revête moi-même. Connasse. Par Dieu Tout-Puissant, dit Gwysion, tu es une mauvaise femme qui ne veut pas reconnaître son enfant. Mais sois tranquille, tu peux être aussi perverse que tu voudras. Il aura quand même des armes quand il le faudra. Gwysion et l'enfant, qui portait maintenant le nom de Le, se rendirent à une forteresse près de Caernarvon. Gwysion y éduqua l'enfant jusqu'à ce qu'il fût capable de monter n'importe quel cheval et qu'il eût atteint son complet développement de corps, de taille et de visage. Mais Le demeurait triste et taciturne. Gwysion comprit qu'il était humilié de ne pas avoir de cheval et d'armes. Il l'appela auprès de lui et lui dit « Mon garçon, nous irons en expédition demain, toi et moi. Sois donc plus joyeux que tu ne l'es. »« Je le serai, répondit le jeune homme. Le lendemain, à l'aube, ils se levèrent et partirent en suivant la côte. Arrivés en haut d'une colline, ils s'équipèrent, et grâce aux enchantements de Gwysion, ils changèrent les traits de leur visage. Puis, sous l'aspect de deux jeunes gens, ils se présentèrent à l'entrée de la forteresse d'Arianrhod. Gwysion avait pris un visage plus grave que celui de son compagnon. « Portier, dit-il, va annoncer qu'il y a ici des bardes de Glamorgan. » Le portier obéit et alla trouver Arianrhod. « Par Dieu Tout-Puissant, dit-elle, qu'ils soient les bienvenus dans ma demeure. Laisse-les entrer. » On leur fit le meilleur accueil. La salle fut préparée, et l'on se mit à table. Quand on eut fini de manger, Arianrhod engagea la conversation avec Gwysion, et celui-ci ne fut pas avare de contes et d'histoires de toutes sortes. Arianrhod se réjouit fort de cette compagnie. Quand ce fut le moment de cesser de boire, on leur prépara une chambre et ils allèrent se coucher. Cependant, Gwysion se leva de grand matin et appela à lui sa magie et son pouvoir. C'est alors qu'on entendit un grand bruit de trompette, auquel répondaient de nombreux cris dans la campagne, aux alentours, et une foule de navires fit son apparition sur la mer, devant la forteresse. Gwysion s'était recouché et faisait semblant de dormir. Un peu plus tard, il entendit frapper à la porte de la chambre, et Arianrhod demanda qu'on lui ouvrît. Ce fut le jeune homme qui se leva, et Arianrhod entra, suivi d'une de ses servantes. « Gentilhomme, dit-elle, nous sommes dans une mauvaise situation. »« En effet, répondirent-ils, nous entendons le son des trompettes et les cris dans la campagne. Que se passe-t-il donc ?»« En vérité, dit Arianrhod, il est impossible de voir les flots tellement les navires sont serrés les uns contre les autres. »
se dirige vers la terre de toute la vitesse du vent. Je ne sais plus quoi faire. Princesse, répondit Guizione, il n'y a pas d'autre solution que de nous enfermer dans la forteresse et de la défendre du mieux que nous pourrons. Dieu vous le rende, défendez-la. Vous trouverez ici des armes en abondance. Alors, yoga. Elle sortit pour aller chercher des armes et revint bientôt avec 2 jeunes filles qui portaient chacune une armure. Princesse, dit Guizione, revêt cette armure à ce jeune homme. Pendant ce temps, je revêtirai l'autre avec le secours de ces jeunes filles. Dépêchons-nous, car j'entends le tumulte des ennemis qui arrivent. Volontiers, répondit Arianrhod. Elle revêtit avec empressement le jeune homme d'une armure complète. As-tu fini d'armer ce jeune homme demanda Guizione. C'est fait, répondit Arianrhod. J'en ai terminé, moi aussi. C'est bien. Retirons maintenant ces armures. Nous n'en avons plus besoin. Pourquoi cela demanda Arianrhod, avec le plus grand étonnement. Vois la flotte autour de la forteresse. Non, femme, dit Guizione en éclatant de rire. Il n'y a pas le moindre navire autour de nous. Arianrhod écouta attentivement autour d'elle et n'entendit aucun bruit. Elle alla à la fenêtre et regarda au dehors. Elle ne vit rien d'autre sur la mer que les vagues qui déferlaient doucement sur le rivage. Que signifiait toute cette levée demanda-t-elle. Guizione avait du mal à contenir son rire. Femme, dit-il, c'était pour rompre le sort que tu as jeté sur ce jeune homme. Tu avais juré qu'il ne portait aucune arme, que tu ne l'aies toi-même revêtu. Et à ces mots, il rendit leur aspect naturel à l'eux et à lui-même. Arianrhod faillit s'étrangler de colère. « Par Dieu Tout-Puissant, s'écria-t-elle, tu as toujours été un méchant homme, attaché à ma perte et à mon déshonneur. Mais il se pourrait que des jeunes gens perdissent la vie à cause de la levée que tu as causée dans ce pays aujourd'hui. En tout cas, je jure que ce jeune homme aura pour destinée de n'avoir jamais une femme de la race qui peuple cette terre en ce moment. » Putain, il va devoir coucher avec. Non, merde. En vérité, dit Guizione, tu as toujours été une femme de rien, que personne ne devrait soutenir ni protéger. Je te jure, quant à moi, qu'il aura une femme en dépit du maléfice que tu viens de jeter sur lui. Guizione et se rendirent auprès de Math, fils de Matonui à Caerdatil. Ils se plaignirent de la méchanceté d'Arianrhod avec la plus grande insistance. Guizione expliqua à son oncle comment il avait réussi à faire nommer par Arianrhod et à le faire armer par celle-ci. Mais il avoua qu'il ne savait pas comment lever le dernier sortilège qu'Arianrhod avait lancé sur son fils. Voilà qui est bien ennuyeux, dit Math, car les sortilèges d'Arianrhod sont inéluctables. Il est maintenant impossible que ce jeune homme puisse avoir une femme de la race des hommes. Certes, nous avons toujours la ressource d'utiliser notre magie, mais tu sais que nos enchantements ne durent pas longtemps. Il nous serait aisé de faire apparaître une femme grâce à nos charmes, mais au bout de quelques jours, elle disparaîtrait, comme la brume quand le soleil se lève. Et nous ne pouvons rien contre Arianrhod, même par ruse. Si tu as pu la tromper 2 fois, elle ne se laissera pas impressionner une 3e fois. Je ne peux quand même pas laisser mon fils sans femme, s'écria Guizione. Ce serait trop injuste, car il n'est pour rien dans cette affaire. Math se mit à réfléchir un long moment, puis il dit « Écoute le conseil que je vais te donner. Arianrhod tient la plupart de ses sortilèges de Morgane, la sœur du roi Arthur. Elle seule doit connaître le moyen de passer outre au défi de ta sœur. Allez trouver Morgane tous les deux et demandez-lui conseil. » Guizione et s'équipèrent rapidement et quittèrent la forteresse de Math. Ils chevauchèrent longtemps à travers le bois, cherchant leur chemin et s'égarant plusieurs fois, car il était difficile de savoir où résidait Morgane. Ils arrivèrent enfin dans une vallée, au milieu d'une forêt sombre et hostile, au bout de laquelle se dressait une étrange forteresse. On leur dit que c'était le château de Morgane, mais que personne n'osait jamais s'y présenter. Ils allèrent pourtant jusqu'à l'entrée et demandèrent à être reçus. Quand Morgane apprit que Guizione se trouvait là, elle vint elle-même à la porte, leur souhaita la bienvenue et les fit entrer dans sa maison. Morgane connaissait bien Guizione, qui avait été son disciple pendant un certain temps, et elle savait que sa magie, sans être si puissante que la sienne, était efficace et parfois redoutable. Aussi l'écouta-t-elle avec attention lorsqu'il lui exposa la situation dans laquelle la méchante Arianrhod avait plongé à la main sûre.
Je ne devrais pas me mêler à cette histoire, dit Morgane, car elle ne me concerne pas. Mais j'avoue que l'attitude d'Ariane Rod me révolte. Je peux faire quelque chose pour ce jeune homme, Guizione. Cherchons, à l'aide de notre magie et de nos charmes à tous deux, le moyen de faire surgir une femme des fleurs. Wow. Morgane et Guizione laissèrent le à l'intérieur de la forteresse, aux soins attentifs des servantes, et ils s'en allèrent dans la forêt jusqu'à une clairière dans laquelle le soleil pénétrait à peine. Là, ils réunirent les fleurs du chêne, celles du genêt et de la reine des prés, et par leur charme, ils en formèrent alors la jeune fille la plus belle et la plus parfaite du monde. Cette naissance féerique est évoquée dans le célèbre et énigmatique Cad Gaude ou Combat des arbrisseaux, poème attribué au barde Taliesin, mais qui est en fait un patchwork de plusieurs poèmes mythologiques gallois. On peut en effet y lire « Quand je vins à la vie, mon Créateur me forma par le fruit des fruits, par le fruit du Dieu primordial, par les primes roses et les fleurs de la colline, par les fleurs des arbres et des buissons, par la terre et sa course terrestre, par les fleurs de l'ortie. » Oh, c'est beau. Elle s'appellera Blodeuwedd, littéralement aspect de fleurs, et par extension nez des fleurs. Une héroïne du cycle irlandais de Cuch Lane porte le nom gaélique équivalent de Blathnate et a un sort analogue à celui de Blodeuwedd. Ils revinrent alors dans la forteresse où Morgane confia la jeune fille à ses suivantes pour qu'elles la revêtissent de beaux vêtements de soie brochés d'or. Quand Blodeuwedd fut ainsi parée et coiffée, on la présenta à Leu, qui, dès qu'il la vit, fut si impressionné par sa beauté et sa fraîcheur qu'il en devint immédiatement amoureux. Morgane fit préparer un grand festin et traita somptueusement ses hôtes. Après qu'on eut fini de boire, Leu coucha avec Blodeuwedd. Le lendemain, Guizione, Leu et Blodeuwedd prirent congé de Morgane et regagnèrent le pays de Gwynedd. Ils allèrent immédiatement trouver Matt dans sa forteresse de Caerdatil. Matt se réjouit grandement de ce qui était arrivé. Certes, dit Guizione, mais il n'est pas facile de s'entretenir sans domaine. Eh bien, répondit Matt, je donnerai à Leu le meilleur canton qu'un jeune homme puisse avoir. Quel canton, seigneur demanda Guizione. Celui de Dinoding. C'est l'un des plus agréables et des plus riches de tout le royaume. Leu, à la main sûre, prit donc possession du canton de Dinoding. On lui bâtit une belle forteresse à l'endroit qu'on appelle mur du château, dans la partie la plus escarpée du domaine. C'est là qu'il habita et qu'il s'occupa de ses affaires. Tout le monde fut content et accepta avec plaisir sa domination. Un jour, Leu se rendit à Caerdatil pour rendre ses hommages à Matt, fils de Matonwy. Blodeuwedd, resté dans sa demeure, alla se promener dans l'enceinte de la cour. Le son d'un cor se fit entendre et bientôt elle vit passer un cerf fatigué, poursuivi par les chiens et les chasseurs. Après eux, arrivait une troupe de gens à pied. « Envoyez un valet, dit Blodeuwedd, pour savoir quelle est cette troupe que nous voyons. » Un valet sortit et demanda qui ils étaient. « La troupe de Gronn le Fort, seigneur de Penlyn, lui répondait-on. Le valet revint vers Blodeuwedd pour lui apprendre la nouvelle. Quant à Gronn, il continua à poursuivre le cerf, l'atteignit sur les bords de la rivière Kinvael et le tua. Il fut occupé à l'écorcher et à donner la curée aux chiens jusqu'à ce que la nuit le surprît. Au moment où le jour disparaissait et où la nuit se faisait sombre, il passa devant l'entrée de sa forteresse. « Il est fort sûr, dit Blodeuwedd, que ce seigneur parlerait mal de nous si nous le laissions, à pareille heure, continuer son chemin sans l'avoir convié à passer la nuit ici même. » Des messagers allèrent lui porter l'invitation. Il accepta avec plaisir et se rendit à la cour. Blodeuwedd alla devant du chasseur afin de le saluer et de lui souhaiter la bienvenue. « Princesse, dit-il, que Dieu te récompense de ton bon accueil. » Il se fit désarmer et ils s'assirent dans la salle où l'on avait dressé les tables. Blodeuwedd le regarda longuement et à partir de ce moment, il n'y eut pas une parcelle dans tout son être qui ne fût pénétrée de son amour. Il posa les yeux sur elle et fut envahi par les mêmes sentiments. Au cours de la conversation, ils en
vinrent à des confidences, et il ne put lui cacher qu'il l'aimait d'un ardent amour. Elle en fut toute réjouie, et la passion qu'ils avaient conçue l'un pour l'autre devint l'unique sujet de leur entretien ce soir-là. Quand fut venue l'heure d'aller au lit, Blodoez et Gronn couchèrent ensemble, car rien n'aurait pu les empêcher d'aller jusqu'au bout de leurs désirs. Le lendemain, Gronn voulut partir et demanda à prendre congé. « Non, assurément, répondit Blodoez. Je ne te donnerai pas ton congé, tu ne t'en iras pas d'auprès de moi ce soir. » Ils passèrent une seconde nuit ensemble et se concertèrent pour savoir comment ils pourraient vivre réunis. « Il n'y a qu'un seul moyen, dit-il, il faut que tu cherches à apprendre de ton mari comment on peut lui donner la mort, et cela sous couleur de sollicitude à son égard. » Et le jour suivant, Gronn voulut partir. « Vraiment, lui dit-elle, je ne suis pas d'avis que tu t'en ailles d'auprès de moi aujourd'hui. Puisque tel est ton avis, je ne m'en irai donc pas, répondit-il. Mais je ne te ferai seulement remarquer qu'il est à craindre que le seigneur de cette forteresse ne revienne à la cour. Soit, demain je te permettrai de t'en aller. Le lendemain, il voulut partir et cette fois, elle ne s'y opposa pas. Rappelle-toi, dit-il, ce que je t'ai conseillé. Cherche à savoir comment ton mari pourrait mourir. Presse-le de questions, et cela comme en plaisantant, par tendresse. Applique-toi à connaître le plus de détails que tu pourras. Et Gronn le fort quitta Blodoez pour retourner dans sa propre forteresse. Le, à la main sûre, revint chez lui ce soir-là. Ils passèrent leur temps à converser, à écouter de la musique et à se restaurer, et dans la nuit, ils allèrent se coucher. Le adressa la parole à Blodoez une fois, puis une seconde, sans obtenir de réponse. « Qu'as-tu donc » demanda-t-il enfin. « N'es-tu pas bien ?»« Je réfléchis, » répondit-elle, « à une chose qui ne te viendrait jamais à l'esprit à mon sujet. Je suis en effet très soucieuse en pensant à ta mort, pour le cas où tu t'en irais avant moi. Que Dieu te récompense de ta sollicitude à mon égard, mais si Dieu lui-même ne s'en mêle, sache qu'il n'est pas chose aisée de me tuer. » Blodoez demeura un instant silencieuse, puis elle dit « Voudrais-tu, pour amour de Dieu et de moi-même, m'indiquer de quelle façon on pourrait te tuer, car pour ce qui est des précautions à prendre, j'ai bien meilleure mémoire que toi. Je te le dirai volontiers. Il n'est pas facile de me tuer en me frappant. Il faudrait passer une année à fabriquer le javelot dont on se servirait, et l'on ne pourrait y travailler que le dimanche, pendant le temps de la messe. Est-ce bien vrai ? Aussi vrai que je te parle. De plus, on ne peut me tuer que dans une maison, car au dehors, rien ne pourrait m'atteindre. On ne peut me tuer si je suis à cheval. On ne peut me tuer si je suis à pied, en train de marcher. Mais alors, comment pourrais-tu être tué ? C'est très difficile, car l'homme qui m'a élevé a agi de telle façon que je suis protégée dans tout combat et dans toute embuscade. J'en suis fort heureuse, dit Blodoez, mais encore faut-il que je sache tout à ce sujet pour pouvoir te garantir davantage. Je suis très touchée de l'intérêt que tu me portes, dit-le. Je vais donc te dévoiler mon secret. Tâche d'en faire bon usage. Voici. Il faut me préparer un bain sur le bord d'une rivière, établir au-dessus de la cuve une clé voûtée, et ensuite la couvrir hermétiquement, amener un bouc, la placer à côté de la cuve. Il faudrait alors que je misse un pied sur le dos du bouc et l'autre sur le bord de la cuve. Quiconque m'atteindrait dans ces conditions, avec le javelot préparé depuis un an, me donnerait la mort. J'en rends grâce, et ce n'est pas... J'en rends grâce à Dieu, dit Blodoez. Voilà une chose qui est facile à éviter, et ce n'est pas demain qu'on pourra t'arracher à moi. Cependant, le lendemain matin, elle n'eut rien de plus pressé que d'envoyer un message. J'ai raconté tout ce qu'elle avait appris à Gronn le fort. Aussitôt qu'il eut pris connaissance du message, Gronn s'occupa de la fabrication du javelot, qui fut prêt jour pour jour au bout de l'année. Il le fit savoir le jour même à Blodoez. Celle-ci dit à Le, « Seigneur, je me demande bien comment pourrait se réaliser ce que tu m'as dit à propos des circonstances dans lesquelles on pourrait réussir à te tuer. Plus j'y pense, plus je me persuade que c'est impossible. Il faudrait vraiment quelque acte de sorcellerie pour qu'un ennemi vînt t'attaquer dans la position dont tu m'as parlé. J'avoue que je serais bien curieuse de voir comment tu pourrais te tenir dans une maison, un pied sur le bord d'une cuve, l'autre pied sur le dos d'un bouc. Ne voudrais-tu pas me montrer comment tu ferais si je te préparais moi-même le bain ? Je te le montrerai, dit-le, à la main sûre. Aussitôt, Blodoez envoya un messager auprès de Gronn afin de l'avertir de se tenir à l'abri de la colline qu'on appelle maintenant la colline de la rencontre, sur les bords de la rivière Kinvael. En outre, elle fit rassembler tout ce qu'il y avait de chèvres et de boucs dans le canton et les fit conduire de l'autre côté de la rivière en face de la colline. Le lendemain, elle dit à Le,
Seigneur, j'ai fait préparer la clé et le bain. Fort bien, répondit le. Allons-y voir. Ils se rendirent près du bain. Veux-tu te plonger dans la cuve demanda-t-elle. Volontiers, répondit-il. Le, à la main sûre, alla dans la cuve et y prit son bain. Seigneur, dit Bloodowez, voici les animaux dont tu m'as parlé et que tu as dit s'appeler boucs. Eh bien, dit le, fais-en attraper un et fais-le amener ici. Oh, quelle horreur cette histoire. Oh. On amena un bouc près de la cuve. Le sortit du bain, mit ses choses, puis posa un pied sur le bord de la cuve et l'autre sur le dos du bouc. Voilà, dit-il à Bloodowez. Tu vois bien que ce n'est pas très difficile. À ce moment, Gron se leva, à l'abri de la colline de la rencontre, et appuyé sur son genou, il lança le javelot qu'il avait fait préparer pendant un an. Le javelot atteignit si rudement le dans le flanc que la hampe se brisa et que le fer lui resta dans le corps. Le s'envola sous la forme d'un oiseau en poussant un cri affreux, strident, et on ne le revit plus. Dès que le, à la main sûre, eut disparu, Bloodowez et Groen-le-Fort regagnèrent la forteresse du mur du château et firent préparer un grand festin. Ils couchèrent ensemble pendant la nuit et y prirent un extrême plaisir. Le lendemain, Groen fit savoir qu'il était désormais le maître des domaines de Leu et qu'il gouvernerait le canton. Les gens murmurèrent, mais ils n'osèrent rien contre leur nouveau seigneur. C'est ainsi que Bloodowez et Groen connurent des jours heureux dans la forteresse qui leur avait été donnée par le destin, sans aucun scrupule, sans aucun remords, sans témoigner du moindre regret de la mort de Leu à la main sûre. Mais l'histoire parvint aux oreilles de Mat, fils de Matonwy. Il en ressentit une profonde douleur et un violent chagrin, et Gwysion en souffrit plus encore. « Seigneur, dit Gwysion à Mat, je ne prendrai jamais de repos avant d'avoir des nouvelles de celui qui a été aussi lâchement tué. Je te comprends, dit Mat. Fais donc pour le mieux et que Dieu te soit en aide. » Gwysion partit et se mit à parcourir le pays. Il erra à travers Gwynedd et s'en alla jusque dans les plus profondes vallées du Powys, s'informant chaque fois qu'il était reçu dans une forteresse sur le sort qui avait été réservé à Leu. Mais personne ne pouvait rien lui apprendre. Tout ce qu'on savait, c'est que Leu, au moment où il avait été frappé par le javelot de Groen, s'était envolé sous forme d'un oiseau et qu'il avait pris son élan vers le ciel sans qu'on ne le revît jamais. Un jour qu'il se trouvait en Arvon, il descendit dans la demeure d'un cerf qui habitait près de Pénarde. Il fut très bien reçu et on l'invita à y passer la nuit. C'était l'heure où le maître de la maison et les gens de sa famille rentraient. Le porcher arriva le dernier et le maître lui demanda « Valet, ta truie est-elle revenue ce soir ?»« Oui, répondit le porcher. En ce moment, elle est allée rejoindre les porcs. » Gwysion dit « Que se passe-t-il à propos de cette truie ?» Le porcher répondit « Certains soirs, elle ne rentre pas. Il semble qu'elle s'en aille dans la forêt, qu'elle s'égare sans retrouver son chemin. De plus, elle a toujours un comportement étrange et nous ne comprenons pas ce qui lui arrive. »« Quel trajet fait donc cette truie ?» demanda Gwysion. « Tous les matins, aussitôt qu'on ouvre la porcherie, elle sort et on ne la voit plus. On ne sait pas quel chemin elle prend, pas plus que si elle s'en allait sous la terre. » « Voudrais-tu, dit Gwysion, me faire plaisir sans pour autant manquer au devoir de ta charge ? Demain matin, n'ouvre pas la porte de la porcherie avant que je ne sois près de toi. »« Volontiers, Seigneur, répondit le porcher. Et ils allèrent se coucher. À la pointe du jour, le porcher se leva et réveilla Gwysion. Celui-ci s'habilla sans tarder, prit ses armes et alla rejoindre le porcher qui ouvrit la porte de la porcherie. Au même instant, la truie s'élança dehors et se mit à trotter d'une allure vigoureuse. Gwysion n'hésita pas. Il prit son élan et suivit la truie. Elle remonta le cours de la rivière qu'on appelle maintenant le ravin de Leu, et elle s'arrêta dans un endroit qui surplombait le cours d'eau. Là, elle se mit à paître tranquillement sous un arbre. Gwysion était très intrigué par son comportement. Il rejoignit la truie et regarda ce qu'elle mangeait. Il vit que c'était de la chair pourrie et des vers. Il leva les yeux vers les branches de l'arbre et aperçut un aigle au sommet. À chaque fois que l'aigle se secouait, il laissait tomber des vers et de la chair en décomposition. Et c'est ce que dévorait la truie. Gwysion pensa que l'aigle ne pouvait être que Leu à la main sûre, et il chanta cette strophe. « Chêne qui pousse entre deux pentes, l'air et la vallée sont sombres et agités. Si je ne me trompe, ces débris décomposés sont ceux de Leu. » Lorsqu'il eut entendu le chant de Gwysion, l'aigle se laissa aller jusqu'au milieu de l'arbre.
Alors Guizione chanta cette seconde strophe. Chêne qui pousse sur ce tertre élevé, que la nuit ne peut plus mouiller tant son feuillage est dense, et qui a supporté 180 tempêtes, à son sommet se trouve le à la main sûre. Après avoir entendu ce chant, l'aigle se laissa aller jusqu'à la branche la plus basse de l'arbre. Guizione chanta une troisième strophe. Chêne qui pousse sur la pente, si je ne me trompe pas, le viendra se poser sur moi. Il avait à peine fini son chant que l'aigle vint se poser sur son épaule. D'un coup de sa baguette enchantée, Guizione lui rendit sa forme naturelle. On n'avait jamais vu quelqu'un présentant un plus triste aspect. Il n'avait plus que la peau sur les os. Cette étrange renaissance de l'œuf à la main sûre relève de rituels chamaniques très anciens. Mais certains commentateurs ont voulu y voir la preuve de la croyance des Celtes en une certaine forme de transmigration des âmes. Il n'y a aucune trace de croyance en la réincarnation chez les anciens Celtes, pas plus que chez les Gallois ou les Irlandais de la période paléo-chrétienne. Par contre, les souvenirs de totémisme et du rituel chamanique abondent dans les récits irlandais et gallois les plus archaïques, même si ceux-ci ont été mis par écrit par des moines chrétiens. En toute hâte, Guizione se rendit avec le à Caërdatil. On fit venir pour le soigner tout ce qu'on put trouver de meilleurs médecins en Gwynedd. Avant la fin de l'année, il fut complètement rétabli. « Seigneur, dit alors le à Mat, fils de Mat Nui, il est temps que j'obtienne satisfaction de l'homme dont j'ai tant souffert. »« Assurément, répondit Mat, il ne peut se maintenir sans te donner des compensations pour le crime qu'il a commis envers toi. Le plus tôt sera le mieux, dit-le, car mon honneur a été terni en même temps que ma vie a été perturbée. » On rassembla une grande troupe d'hommes en armes, et ce fut Guizione qui en prit la tête. Quand il apprit ce qui se passait, Grogne-le-Fort quitta le mur du château et se réfugia dans sa propre forteresse de Penlyn. De là, il envoya des messagers vers le à la main sûre pour lui demander ce qu'il désirait pour compensation, en or, en argent et en domaine. Quand ils eurent connaissance du message, le et Guizione se concertèrent. Ils espèrent s'en tirer à bon compte, dit Guizione, mais cela ne se passera pas comme cela. Voici ce que tu vas faire. Puisqu'il t'a fait subir un sort ignominieux, il est juste qu'il en subisse un identique. Réponds-lui en ce sens. C'est ainsi que le dit aux envoyés de Grogne-le-Fort. Je n'accepte pas les compensations en usage dans ce pays. J'en atteste Dieu. Voici le moins que je puisse recevoir de lui. Il se rendra à l'endroit où je me trouvais quand il lança le javelot, tandis que moi je serai à la même place que lui. Et il devra me laisser le frapper de la même façon qu'il m'a frappé, et dans la même position. Honte sur lui s'il refuse ce que je lui propose. On informa Grogne-le-Fort des exigences de l'œuf à la main sûre. Fort bien, dit-il, je suis bien forcé d'obéir. Noble fidèle, gens de ma famille, mes frères de lait, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui veuille recevoir le coup à ma place, connard ? Non pas, répondirent-ils, cela ne nous concerne pas. Si tu as mal agi, c'est à toi d'en subir les conséquences. Vous êtes déloyaux envers moi, dit Grogne, car chacun des membres d'une famille est responsable des actes de tous ceux qui constituent cette famille. Mais je ne m'en plaindrai pas. C'est donc moi qui supporterai la vengeance et la compensation, quoi qu'il dût m'en coûter. Grogne et le se rendirent tous les deux sur les bords de la rivière de Kinvael. Grogne se tint à l'endroit où était le à la main sûre quand il l'avait frappé, tandis que le occupait sa place. Mais avant d'en arriver aux actes, Grogne dit à le « Seigneur, comme c'est par les artifices pervers d'une femme que j'ai été amené à accomplir mon crime, je te prie au nom de Dieu de me laisser mettre entre moi et le coup de javelot cette pierre plate que j'aperçois sur le bord de la rivière. »« Assurément, répondit-le, je ne te refuserai pas cela. »« Dieu te le rende, s'écria Grogne. Il prit alors la pierre plate et la tint contre lui. Le darda son javelot, le lança. Il traversa la pierre de part en part, et Grogne lui-même au point qu'il lui rompit le dos. Ainsi fut tué Grogne-le-Fort. Il y a encore aujourd'hui sur le bord de la rivière de Kinvael une grande pierre percée d'un trou, et on l'appelle la pierre de Grogne. Quant à le à la main sûre, il reprit possession de ses domaines et les gouverna le mieux qu'il put. Mais si le avait obtenu réparation, il n'en était pas de même pour Guizione. Quand il était arrivé aux environs du mur du château, à la tête des troupes qu'il avait levées, il avait appris que Blodeuwez, à la nouvelle de son approche, s'était enfui précipitamment, en compagnie de ses suivantes,
en direction d'une forteresse isolée dans la montagne. Guision n'eut cesse de la poursuivre. Blodeuwez et ses femmes étaient terrorisées à la pensée que Guision allait tirer d'elle une vengeance exemplaire, et elles avaient si peur qu'elles ne pouvaient marcher qu'en tournant la tête. C'est ainsi qu'elles tombèrent dans la rivière et se noyèrent toutes à l'exception de Blodeuwez. C'est à ce moment que Guision la rejoignit. Il lui dit « Je ne te tuerai pas, car je ne peux faire disparaître ce que j'ai créé moi-même par ma magie et par celle de Morgane. Mais je ferai bien pis que si je te laissais en vie. Je te transformerai de telle sorte que tu auras toujours honte d'avoir été si cruel à l'égard de l'œuf à la main sûre. Tu auras donc, sous la forme d'un oiseau, mais pas de n'importe quel oiseau, tu n'oseras jamais montrer ta face à la lumière du jour, dans la crainte que les autres volatiles ne viennent t'agresser. Leur instinct les poussera à te frapper s'ils te voient, à te rejeter s'ils sentent ta présence au milieu des bois, et de toute façon, ils te traiteront avec mépris chaque fois qu'ils entendront le cri lugubre que tu pousseras la nuit, quand tu sortiras de ta tanière. Tu ne perdras pas ton nom, tu t'appelleras toujours Blodeuwez, mais tu seras devenu un hibou, objet d'effroi pour ceux qui te rencontreront. Et Guision frappa Blodeuwez de sa baguette. Aussitôt, celle-ci sentit son corps se revêtir de plumes. Elle poussa un long ululement et s'envola dans la nuit pour disparaître dans les arbres. Un soir que Morgane était sortie hors de sa demeure et qu'elle errait dans les sentiers de la forêt, elle sentit qu'un oiseau se posait sur son épaule. De sa main libre, Morgane caressa le dos de l'oiseau. « Je sais qui tu es, Blodeuwez, ne crains rien. Si je ne peux pas te redonner la forme dans laquelle tu as été créé, je peux au moins te protéger et faire de toi une de mes fidèles. Ne crains rien, car tu seras toujours chez toi dans mon domaine. » L'oiseau battit des ailes, frôlant très doucement la joue de Morgane, et celle-ci, en souriant, revint lentement vers l'entrée de la forteresse, le hibou perché sur son épaule. D'après Math, fils de Matonui, quatrième branche du Mabinogi gallois. Traduction intégrale. Dans le texte original, le nom du frère de Guision est Gilvaethwy. Mais chacun s'accorde aujourd'hui à considérer que c'est le même personnage mythologique que le compagnon du roi Arthur Gyrflet, fils de Don, ou encore Geoffrey, fils de Dawson, héros du roman occitan qui porte son nom. Les fils de Don, dans la mythologie galloise, sont les anciens dieux celtes, équivalent parfait des Tuatha des Danann, peuple de la déesse Dana, de la tradition irlandaise. Nous ne connaissons rien sur la mystérieuse Don galloise, sinon son nom qui signifie profonde ou mystérieuse, pas plus que sur la Dana irlandaise, laquelle se retrouve cependant sous les traits de la sainte Anne de Bretagne armoricaine. Ce qui est intéressant, ce qu'on comprend un petit peu à la fin quand même, c'est que, comme on le sait, Morgane était l'instigatrice de la naissance de... Comment elle s'appelle déjà? De Blodeuwez. Et sûrement qu'elle l'avait, sans doute, qu'elle l'avait un petit peu destinée à tenter d'ôter la vie de l'œuf. Voilà. Bon, ce n'est pas encore prouvé, mais on peut. Bon voilà, prochain chapitre. Le chevalier au lion. Voilà, qui nous rapproche d'éléments un peu plus connus du Graal. Mais j'aime ces histoires peu connues, justement. Je les trouve formidables. Formidable. Bon, bah voilà. À bientôt. Non, à bientôt.